Les trois questions, c'est pas est-ce que nous allons, c'est nous allons vers un crédit crunch pour les PME. BAL 3 va produire un recevement du crédit d'une ampleur inconnue, mais même s'il est léger, une inverse de 5% de 90 milliards d'euros, c'est plus que l'ensemble du financement en capital accessible aux PME aujourd'hui. Donc, comment compenser, comment préparer les PME à un resserrement du crédit? Une des pistes qui ont émergé, c'est le renforcement des fonds propres. Et puis le discours du président de la République le 25 janvier, grosso modo, a fait appel à tous les pots d'argent disponibles quelque part. On a parlé de l'assurance vie, il a parlé de l'épargne salariale, il a parlé du fonds de démantèlement des installations nucléaires. Il semble que toutes les réserves d'argent doivent être appelées à renforcer les PME, mais on n'a pas vu jusqu'à présent comment, et comment surmonter les réticences, par ailleurs justifiées, des banques et des compagnies d'assurance. Deuxième question, il existe une occasion politique aujourd'hui de remettre à plat le système de financement en capital des PME, puisque après tout, on est censé supprimer l'ISF pas plus tard que dans 4 mois. Alors, ça sera peut-être opérationnel en 2013, et peut-être que ça ne sera pas supprimé du tout. En tout cas, c'est une piste de réflexion. Mais va-t-on remplacer l'ISF PME en supprimant l'ISF? En 2012, il va falloir renouveler ou non les FIP-FCPI. Donc, politiquement, le calendrier pourrait permettre de remplacer, de manière peut-être indolore et peut-être extrêmement douloureuse, la source de 1,1 milliard plus d'1,7 milliard sur 3,5 milliards, de la moitié des sources de capital des PME par quelque chose. Et ce quelque chose, ça veut dire préserver un savoir-faire, non pas seulement d'intermédiation, mais d'investissement, d'accompagnement des entreprises, dont pour ma part, dont on a parlé tout l'après-midi, et qu'il s'agit de mettre en avant. Et enfin, troisième question, mais qui va avec, c'est comment optimiser la dépense fiscale. Le système actuel est-il une bonne manière d'employer l'argent public pour renforcer les fonds propres des entreprises, accélérer leur croissance et les défendre? Ou bien faut-il créer quelque chose d'autre? Qu'est-ce que je pense de tout ça? C'est que actuellement, dans ce gouvernement, ou à l'Élysée, il n'y a personne qui ait une vision claire de la stratégie industrielle et de financement des PME dans le secteur de l'innovation. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a vu que la réforme du statut de la jeune entreprise innovante a été faite en dépit du bon sens par de jeunes conseillers ministériels qui n'ont jamais mis les pieds dans une PME de leur vie, qui ne savent pas ce que c'est que la trésorerie d'une entreprise, et qui, quand on les met devant les conséquences fâcheuses de leurs décisions à la porte-pièce, comme des petits-enfants, résistent en disant la décision a été prise, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres qui a eu des bonnes choses de fait. L'accent mis sur l'innovation, il y a une réforme de l'université qui va dans le bon sens, mais malheureusement, le fait qu'il y ait un nombre de compétences certains au ministère des Finances, de l'Industrie, de la Recherche, avec l'Élysée, avec une vision claire de ce qui est nécessaire pour les PME et l'industrie, explique quelques erreurs de parcours. Alors, quand on parle de PME, il n'y a pas les PME d'une façon monolithique. Il y a des PME qui ont des problématiques très différentes. On peut vouloir traiter de la même façon des PME de services, des PME industrielles ou des start-up technologiques n'est pas raisonnable parce que leurs besoins de financement, en crédit ou de fonds propres, sont très différents. Les cycles de développement de PME technologiques dans l'aéronautique ou dans les biotechnologies n'ont rien à voir avec le cycle de développement de PME de marketing ou d'IT. Et il est nécessaire de définir clairement les priorités avec des typologies de PME, en distinguant probablement les jeunes entreprises innovantes technologiques des PME de services, des PME
diagnostic et de voir pour chacun de ces secteurs la manière d'adresser les problèmes de financement. Et le deuxième aspect, c'est où est la réserve financière. Tout le monde sait qu'il y a une assurance vie aujourd'hui, 1500 milliards d'euros de stock, 130 milliards d'euros de collecte annuelle et moins de 1% de cette assurance vie investie dans la totalité des PME. Donc la réforme fiscale importante, elle doit s'intéresser à un quota minimum qui est sans doute autour de 5%, donc faible en pourcentage, très important en volume des collectes d'assurance vie, investi dans les typologies de PME prioritaires, et ça pourrait représenter 7 milliards d'euros par an, et c'est absolument nécessaire à tous les stades de création de financement et de croissance de ces PME, et pas tous les ans faire des machins, des nouveaux ratios dans chaque loi de finances, où on va voir pondre un amendement à la dernière minute inspiré par je ne sais qui complique un peu plus la façon dont sont gérés les fonds, les réductions d'ISF ou les réductions d'IR. Alors on a trouvé un certain nombre de recommandations. La première recommandation, c'est de ne plus utiliser la loi TEPA si elle a maintenu pour en faire un outil de défiscalisation. De supprimer de la même façon l'avantage Madelin et de donner un système extrêmement simple de crédit d'impôt qui engloberait les avantages qu'on aurait sur l'ISF actuellement et puis sur la loi Madelin aujourd'hui, de dire il y a un crédit d'impôt pour tout investissement fait par des personnes publiques. Et puis c'est tout. Donc, ça c'est le premier principe. Quelque chose de transparent. Deuxième chose, le risque doit être pris en compte dans le niveau de l'avantage fiscal suivant les investissements qu'on fait. C'est-à-dire moduler la récompense de crédit d'impôt en fonction du risque pris. Et donc de revenir à une séparation entre la TPE, donc moins de 10 personnes, de la petite entreprise, moins de 50 personnes, et puis de la moyenne entreprise normale au sens communautaire. Et de différencier très fortement les avantages fiscaux qui seraient attachés dans ces trois catégories. Et la proposition, qui est aujourd'hui une proposition, c'est de dire qu'il y aurait 60% d'économie fiscale de l'investissement, 60% d'investissement en crédit d'impôt si c'est TPA, il y aurait 50% si c'est petite entreprise, et il y aurait le taux actuel de 22% pour les moyennes entreprises normales. Donc le principe, c'est de différencier les avantages fiscaux en fonction de la taille de l'entreprise qui correspond à des risques complètement différents. La deuxième chose, c'est d'essayer de rendre un système de gestion des participations individuelles simple et d'utiliser, de prendre c'est le PEA, de mettre en place un système de PEA à nouveau incitatif, ce qu'on appellerait un PEA à risque, qui reprendrait tous les principes d'un PEA normal, qui permettrait à l'intérieur de ce PEA de gérer les participations librement, avec une contrainte de garder l'argent pendant au minimum 5 ans, mais de laisser totalement libre l'utilisation, investissement, désinvestissement, etc., à l'intérieur de ce volume qui serait resté. Prenons effectivement le postulat que s'il n'y a plus d'ISF, il n'y a plus d'ISF PME, et donc il y a de l'argent aujourd'hui qui rentre dans le circuit, qui ne va plus rentrer. Il est clairement souhaitable qu'on soit capable, par quelque chose qui est un mécanisme finalement simple, qui vient d'être décrit par Claude Ramon et dans lequel on s'inscrit complètement, de récupérer en fait ces ressources et de savoir utilement les réallouer et les réinjecter dans le système. Je pense que un des problèmes que nous vivons avec l'entrepreneuriat français est le manque de projets de croissance, de projets d'internationalisation, avec finalement un recours aux fonds propres qui est limité. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent le constat en France qu'il y a beaucoup de PME, mais il n'y a pas beaucoup de TI, et que le passage du statut de la PME à l'ETI, par exemple, est quelque chose dont on doit se soucier. Et je rajouterais peut-être par rapport à ce qui a été dit que si on va jusqu'au bout de la logique, on doit aussi se poser la question du réemploi des fonds disponibles dans les PME
dans l'outil productif, puisque là on parle d'incitation fiscale, on parle de ressources supplémentaires qui pourraient être réinjectées dans le système. Mais à l'instar du crédit d'impôt recherche, on peut aussi inciter les entreprises qui ont du mal parfois à se faire violence pour avoir des vrais projets de croissance. On peut inciter les entreprises par des mécaniques fiscales avantageuses à réinvestir une partie de leurs profits. À la CGPME, nous proposons un IS tout simplement qui soit progressif, c'est-à-dire que la petite entreprise, jusqu'à un chiffre d'affaires, ait moins d'impôts sur les sociétés à payer jusqu'à un certain niveau. Il est trop faible aujourd'hui. Que proposons-nous du côté de l'individu? Que les dividendes qu'il touche, s'ils sont réinvestis dans ses propres fonds propres d'entreprise ou s'ils sont réinvestis dans des PME, notamment définis selon les normes européennes, et bien que là aussi, l'imposition de ces dividendes soit plus faible. Bien, nous proposons prochainement, en tout cas c'est déjà dans les tuyaux, que les distributions de dividendes soient moins taxées dès lors qu'elles seraient réemployées pour être réinvesties dans les PME. Des PME qui peuvent être effectivement ciblées, définies dans l'innovation, dans les jeunes entreprises, au moment où effectivement ils en auront plus besoin. Nous sommes également favorables à la constitution d'un fonds commun de développement des entreprises, qui serait une espèce de tirelire qui pourrait être mise à contribution, si j'ose dire, chaque fois que de besoin. Et ça rejoint un petit peu le caractère de simplification sur les différents produits qui sont aujourd'hui existants, qui sont d'ailleurs existants mais beaucoup plus faibles que ceux que connaissent les États étrangers. Attention à une pression fiscale qui augmente, et ça ne doit pas cacher les différentes dispositions qui pourraient être prises en faveur des entreprises de façon très ciblée, ne doivent pas cacher un système fiscal général qui, lui, peut devenir un peu plus pesant et qui aujourd'hui est déjà un obstacle. J'entends évidemment non seulement les prélèvements fiscaux, mais les prélèvements sociaux également. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un certain nombre de choses. Alors, je vais d'abord énoncer ce qui peut faire très sens au sens concret. La première chose, qu'on voudrait des règles homogènes, et notamment au niveau européen. Quand j'entends Claude dire on fait des tas de choses en Business Angel, je n'ai pas le chiffre parce que je ne crois pas qu'il existe, ou je ne le connais pas, mais je pense qu'il y a plus d'argent de Business Angel à Bruxelles ou à Londres, français, qu'en France. Donc tant qu'on n'aura pas, par exemple, une différentielle sur les un peu plus de cession avec la Belgique, pour prendre celle-là, eh bien on aura plus de business angels qui seront peut-être un peu moins motivés à investir dans des jolies sociétés françaises. Donc déjà un peu d'homogénéité de ce côté-là en Europe. Bon, ce qui a déjà été dit aussi, c'est la stabilité. Alors je sais bien qu'on est dans des périodes, on est soumis à des périodes électorales tous les 5 ans, ce qui veut dire qu'en gros tous les 3 ans, 2 ans, 3 ans, on met tout sur le tapis. C'est proprement insupportable de gérer une entreprise, de piloter, de faire des budgets. La conférence précédente, on parlait de business plan qui devait être à 10 ans. Comment peut-on faire des business plans à 10 ans avec des plans de trésorerie quand on ne sait pas à quelles ressources on va se faire croquer? Exemple, le statut des JEI, si tant est que la JEI, au bout de 10 ans, existe encore. Donc la règle de la stabilité, je ne sais pas, ça ne peut pas être dans la Constitution, ça peut-être un jour.